À la base, j'avais commencé mes études, je viens d'un cursus littéraire et avec option art plastique, et je m'étais orientée vers un cursus archéologie et Égypte. Et en fait, ce qui m'intéressait, notamment dans l'Égypte, c'est les pyramides évidemment, les gros monuments aussi imposants en fait, qui viennent un peu masquer l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Enfin, on voit d'abord le monument avant de s'intéresser à l'histoire. Et en fait, du coup, c'était principalement l'histoire de la personne concernée, donc les pharaons en question, mais surtout leur vécu, ce qui s'est passé, pourquoi ils en sont arrivés là, et voilà. Et en fait, tout naturellement, je me suis orientée en psychologie, parce que c'était plus l'histoire du sujet qui m'intéressait. Et en fait, principalement aussi le crime. Donc ce crime qui vient un peu s'imposer sur la scène du social et qui vient montrer quelque chose en masquant l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, donc en fait je vais vous parler un peu de mon travail de recherche qui concerne en fait l'implication du surmoi dans le passage criminel. Donc ça fait un peu la transition avec cet après-midi parce qu'il y a des points un peu théoriques. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler quand même un petit peu. Alors du coup, en travaillant depuis plusieurs années sur le statut de l'acte criminel et surtout comme variété du passage à l'acte, il y a essentiellement deux réflexions qui ont émergé. Donc d'une part, l'hypothèse d'une fonction de l'acte criminel, suite au constat de son rôle spécifique dans la vie psychique des sujets. Donc en fait, plus qu'une simple décharge, moi je me suis intéressée à une véritable nécessité qui se poserait là. Donc il s'agit pour moi de favoriser une lecture de l'acte, du fait que l'acte parle et qu'il vient dire quelque chose du sujet qui s'y engage. Donc dans cette perspective, je me suis surtout basée sur la dimension d'intelligibilité et de causalité psychique. Donc d'autre part, c'est surtout une volonté de dépasser la question du crime comme un argument qui pourrait prétendre à l'établissement d'un diagnostic précis. Donc, en fait, ce qui m'a surtout interrogée, c'est que le crime, quand il est posé, il y a surtout une dimension de monstruosité et d'horreur qui est raccordée. Donc, principalement, j'en suis venue à me dire, est-ce que ce crime vient vraiment montrer quelque chose d'horrible ou est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre à côté? Donc, en fait, il y a aussi une question par rapport au passage à l'acte criminel qui s'est vulgarisé, en fait, avec le temps, et qui est venu surtout montrer l'existence d'une pathologie référencée principalement à la folie, qui elle-même est raccordée à la psychose. Donc c'est précisément ce point que j'ai souhaité nuancer dans mon travail, notamment du fait qu'un acte fou ne vient pas nécessairement signer la folie. Donc pour parler un peu de ma clinique, j'ai deux études de cas. Je vais parler d'une première qui est Monsieur P, incarcéré pour le viol et le meurtre de 4 personnes. Donc à un moment donné, au fil de nos rencontres, il parle de son passage à l'acte et il explique, il dit j'ai disjoncté au moment de l'acte. Donc pour moi c'est un terme qui est assez intéressant parce qu'il vient bien signer l'idée d'une rupture brutale de tout système, mais aussi d'une soudaine explosion dans laquelle tous les barrages cèdent. Donc dès lors, ce que j'ai expliqué, c'est que ce qui précède le passage à l'acte serait un moment hors temporalité réelle et psychique, mais aussi hors symbolisation et hors limite. Donc j'explique notamment que dans ce point de bascule, le sujet se voit propulsé dans un trou, un vide de sens où plus rien ne tient. Donc en fait, je parle essentiellement d'une logique de l'acte, notamment par rapport à ce que Lacan appelle la structure du passage à l'acte, et qu'en fait, à un moment donné, n'importe quel sujet, peu importe sa structure, peut tomber dans cette logique, au-delà de n'importe quel diagnostic qui pourrait être posé. Donc ce brusque et soudain passage, qu'est-ce qui le déclenche? Donc pour développer cette question, je pars essentiellement de la clinique. Et au cours de mes différentes expériences professionnelles, que ce soit des mineurs, des jeunes majeurs ou des adultes, il y a à peu près le même genre d'explication qui est ressorti au niveau du passage à l'acte. Donc souvent, j'ai été poussée par une force. Ou alors, c'était moi, mais c'est comme si c'était pas moi parce que ça ne me ressemble pas. Ou encore, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi.
et notamment pour les sujets dont je parle dans ma thèse, il y a eu comme une voix dans ma tête qui m'a dit « vas-y, tu n'as plus rien à perdre ». Donc en fait, ce discours, pour moi, il vient témoigner d'une force, quelque chose donc, qui les a poussés à l'acte sans qu'ils aient pu y penser ou qu'ils aient pu prévoir ce qui allait se passer. Donc c'est sur ce point que le concept de surmoi me semblait intéressant. Donc d'un point de vue théorique, au niveau de ce que Freud en explique, l'instance surnoïque, elle est initialement conceptualisée sur la base des délires d'observation, à partir des hallucinations notamment. Mais ma clinique, elle m'a essentiellement conduite sur l'étude de la voix, parce que les sujets pour lesquels je me suis appuyée parlent d'une voix qui s'impose au moment du passage à l'acte et qui les fait basculer. Donc du coup, je perds un peu le fil de mon écrit. Monsieur P, c'est une personne que j'ai rencontrée qui je pense être psychotique, mais il m'a intéressée dans le sens où en fait il fait la différence entre les voix qui sont de parole et qui rapportent à l'hallucination, et la voix qui s'est imposée au moment du passage à l'acte et qui est plus proche du cri, qui du coup n'est pas, il ne peut pas la comprendre à ce moment-là. Et je parle également de Monsieur B, donc qui lui est ma deuxième étude de cas sur laquelle j'ai principalement axé mon écrit. Donc pour expliquer un peu, donc Monsieur B, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui est incarcéré pour viol. Donc c'est un homme qui se dit cultivé, qui dit avoir bénéficié d'une bonne éducation. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et son père est décédé quand il a eu 13 ans, d'un accident de voiture. Très vite, il s'est senti le devoir de devenir un peu cette référence familiale et de représenter le père disparu. Dans sa 20e année, il s'engage à l'armée pour un contrat de 3 ans. Mais à l'issue de cette période, il demande une prolongation qu'il se voit refuser suite à un mauvais classement. Donc il démissionne brutalement de l'armée. De retour dans la vie civile, il se confronte à la difficulté de trouver un emploi. Donc il est hébergé quelque temps par sa mère, puis un conflit familial éclate, et elle décide de le jeter dehors. C'est ce qu'il dit. Donc il se retrouve à la rue et commence à voler pour subvenir à ses besoins. Il raconte qu'il s'introduisait par effraction dans des appartements pour voler des biens de valeur et les revendre. Il parvient ensuite à intégrer un hôtel social. Donc lui, il raconte qu'un soir, il participe à une soirée qui se déroulait dans ce même hôtel, et que le lendemain matin, il se réveille dans un état comateux, avec une douleur à l'anus et du sang sur les draps. Il pense avoir été violé. Et certaines conversations qu'il a entendues les jours suivants, selon lui, le lui confirment. À partir de là, il quitte brutalement l'hôtel. Il y a une semaine d'errance et il réussit à intégrer un foyer. Donc au cours de nos entretiens, M. B est régulièrement revenu sur son sentiment de déshonneur, un terme qu'il emploie autant pour qualifier son exclusion du domicile familial par la mère que les actes qu'il dit avoir subis. Au cours d'un entretien, il dit « On me l'a bien mise au cours de ma vie ». Il exprime également un sentiment de souillure. « On m'a souillé, dit-il. On m'a violé. J'ai perdu toute virilité. » Et au cours d'un autre entretien, en fait, il se compare à un oisillon qui a été jeté du nid par sa mère alors qu'il ne savait pas voler. Donc, concernant les faits, il dit s'être rendu un soir à une soirée étudiante, en boîte de nuit. Il souhaitait prendre un verre mais n'avait plus d'argent, alors qu'il avait auparavant l'habitude de faire flamber sa carte bleue, comme il dit. Énervé, il quitte la boîte de nuit et n'a pas d'autre choix que de rentrer à pied. En pleine nuit, il erre de rue en rue jusqu'à ce qu'il passe devant l'hôtel social où il s'est fait violer. À ce moment-là, il lève les yeux et voit sur l'immeuble d'en face une baie vitrée ouverte et décide de rentrer. Donc il dit qu'à ce moment-là, il a entendu une première voix qui lui a dit « de toute façon, vas-y, t'as plus rien à perdre ». Donc il décide de rentrer dans l'appartement pour voler quelque chose. Arrivé dans le salon, il trouve rien d'intéressant à voler, enfin rien qui pourrait suffisamment lui rapporter d'argent. Il tourne autour de dans l'appartement et il passe devant une chambre. Et là, il voit une femme allongée à moitié nue en train de dormir. Elle était là, dit-il, étendue à la merci de tout. Il se retrouve dans l'encadrement de la porte, et à ce moment-là, il va pour faire demi-tour, et il me parle d'une voix,
qui cette fois, cette même voix qu'il a entendue, qui lui a dit « vas-y, tu n'as plus rien à perdre », qui à ce moment-là se met à crier, une voix qui n'avait plus aucun sens. Donc cette voix qui lui dit « vas-y, tu n'as plus rien à perdre », il dit « mais vas-y quoi ?» Ça n'avait aucun sens et je crois que c'est ça. Ça m'a rendu fou, c'était complètement insensé. Donc il raconte, c'était plus fort que moi, je me suis approchée d'elle en lui disant « toi aussi tu vas y passer » et je lui ai sauté dessus. Au cours d'un autre entretien, il raconte, comme moi, elle n'a pas su échapper au déshonneur. Je lui ai volé la vie. Donc en fait, dans l'analyse que je propose de ce passage à l'acte, je parle notamment de la tuquée, d'une mauvaise rencontre qui s'est produite à ce moment-là, que je reprends notamment sous la forme du trauma à partir de Lacan, et que j'entends plus particulièrement sous la forme du traumatisme, et ce qui vient faire trou pour le sujet et qui le plonge dans le hors-sens en fait. Donc j'explique que la jeune femme étendue nue sur ce lit, moi comme je l'écoute, quand il dit à la merci de tout, elle n'a rien d'érotique, elle n'a rien non plus de désirable, mais elle vient principalement incarner sa position passive. Il n'est plus l'homme qu'il était auparavant, qui peut être fier de porter l'habit militaire ou fier de faire flamber sa carte bleue. Il se revoit en fait à ce moment-là comme cet oisillon jeté du nid par sa mère et écrasé au sol en fait. Donc, bon, je vous passe un peu toute la théorie que j'ai pu expliquer sur le cri. Mais en fait, en gros, c'est à un moment donné, je fais la distinction entre une voix qui pourrait être de l'ordre de l'hallucination et la voix qui serait de l'ordre du surmoi et qui viendrait incarner un peu un cri, quelque chose de totalement insensé qui pousse le passage à l'acte en fait. Donc ce qui m'a surtout intéressé, c'est que le passage à l'acte s'imposerait selon moi comme un traitement de l'angoisse. Quelque chose qui pourrait venir un peu couper ce qui se passe. Et surtout que l'acte criminel sera à entendre comme le meilleur choix dans un moment de désemparement. Un choix que je qualifie comme être criminel ou n'être pas. Donc du coup, la dimension de décharge, elle serait simplement à s'entendre dans le fait de l'urgence d'en passer à l'acte. Mais c'est surtout une question de solution. Et du coup, je soulève un peu la dimension autothérapeutique que peut contenir l'acte criminel. Donc je parle notamment d'un franchissement par le passage à l'acte et d'un repositionnement du sujet à travers son acte, notamment pour Monsieur B, qui s'inscrit du coup dans une position active. Et il le dit lui-même, je ne suis pas le même quand je viole et quand je suis violée. Donc pour finir, j'aimerais un peu vous parler de ma dernière hypothèse qui m'est apparue après l'analyse de ma clinique et qui me tient à cœur et je pense qu'il pourrait faire l'objet d'un travail plus tard. Donc si je soutiens la possibilité d'un repositionnement subjectif du sujet, en fait c'est surtout à partir de nos rencontres et de ce qu'on a pu mettre en place ensemble, parce que c'est vraiment un travail de co-construction avec ses patients et moi de mon côté aussi. Je parle d'une réorganisation dans la structure du sujet, donc surtout par rapport à Monsieur B, qui au départ, quand il me racontait son acte criminel, il me parlait d'une affaire de viol. Il n'y avait pas vraiment de choses associées. Et en fait, progressivement, c'est devenu son propre récit. Et au fur et à mesure, il me rapportait des cauchemars qu'il faisait après nos rencontres et après les discussions qu'on pouvait avoir sur son acte. Donc je parle d'un travail qui s'est enclenché, une opération en fait, de transformation psychique, par laquelle il s'en reconnaît progressivement comme l'auteur. Et je fais notamment la distinction entre être l'acteur et l'auteur d'un acte qui n'est pas pareil en fait. Et qu'à partir du moment où il s'en reconnaît comme l'auteur, il y a véritablement quelque chose qui bouge et qui fait qu'il n'est plus le même qu'avant. Voilà, donc le point significatif en fait, qui me conduit à prendre la mesure de ce franchissement opéré par l'acte, c'est qu'à un moment donné, il explique lui-même qu'il préfère se vivre comme un violeur que comme une victime. Donc voilà, j'en viens à me dire que l'acte criminel, même s'il y a une dimension horrifiante, quelque chose qui serait de l'ordre de la destruction de l'autre et de la loi sociale notamment, il peut tout à la fois être porteur de vie et de création au niveau de quelque chose du sujet qui pourrait se réorganiser à partir notamment du travail qu'on a mis en place et de ce travail de parole et de symbolisation, de resymbolisation aussi, à partir de leur passage à l'acte. Voilà, en gros.